Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un drame familial suscite la consternation dans la capitale économique du Cameroun. 2 enfants sont morts quelques heures après avoir ressenti de violentes douleurs abdominales. 3 autres sont sous soins intensifs dans plusieurs structures hospitalières de la ville de Douala. Tous avaient consommé de l'avocat aux côtés de leurs grands-parents. Au regard des circonstances floues de ce feuilleton macabre, vous suivrez en ouverture de ce journal les témoignages chocs des derniers instants de vie de ces enfants et l'enquête sur les points d'ombre dans cette affaire. La ville de Douala qui pleure son ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, Pokossi Ndoubé s'en est allé, mais tous ceux qui l'ont connu aux affaires n'ont pas oublié son combat pour l'assainissement de la capitale économique. Vous l'écouterez une dernière fois au cœur de ce journal. Et dans l'international, au Tchad, l'opposition tchadienne désapprouve l'attitude de la démarche unilatérale du président du Conseil militaire de transition et fixe ses conditions préalables pour l'organisation d'un dialogue national inclusif. Vous suivrez également dans ce journal le point sur le bilan humain au lendemain des manifestations réprimées par les forces de l'ordre tchadiennes. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information télévision. Ils avaient encore toute la vie devant eux. Des enfants âgés à peine de 5 et 3 ans sont morts quelques heures après avoir ressenti de violentes douleurs. La scène s'est déroulée dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Une scène choquante pour la famille, alors que les enfants venaient à peine de consommer de l'avocat servi par leurs grands-parents. À la surprise générale, 5 enfants ont commencé à se tordre de douleur. 2 sont morts quelques heures après être arrivés à l'hôpital. 3 autres sont sous soins intensifs. Qu'est-ce qui explique cette tragédie vécue dans cette famille? Élément d'enquête avec Steve Eboulet et Kediara. Drame et consternation au quartier Bonamoussadi. Au lieu dit Carrefour lycée, 2 enfants de la même famille, respectivement âgés de 5 et de 3 ans, sont décédés après s'être pleins de maux de ventre. Leurs 3 sœurs, parmi lesquelles des jumelles, sont en soins intensifs depuis hier soir. Sur le lieu du deuil, c'est des pleurs en n'en plus finir, d'autant plus que la grand-mère des enfants explique que quelques minutes seulement avant le drame, ses petits-enfants se portaient très bien. J'étais moi assise là-bas dehors, je vendais mes avocats. Quelques minutes, vers 16 h, ma fille m'appelle, maman, viens voir ce que Noé fait. J'arrive ici, je trouve Noé couché là-bas. Noé me dit qu'il a mal au ventre. Je dis que, Mani, c'est quoi? Le mal de ventre, c'est pourquoi? J'amène l'enfant à l'hôpital, l'enfant a rendu l'âme. Le premier enfant décédé s'appelle Noé. Il est âgé de 5 ans. Sa cousine, Alexandra, à peine 3 ans, va être transportée d'urgence à l'hôpital La Cantini de Douala par son père. Elle présente les mêmes symptômes que Noé. Et c'est au sein de l'institution sanitaire que son papa constate sa mort. Père me demande, ma fille, demande qu'on ramène tous ces enfants qui sont à la maison. On arrive à l'hôpital, il me demande de les amener à la Cantini. Les 3 autres sont couchés à la Cantini. Non, 2 à la Cantini, une à l'UTM. Alors que la thèse d'un empoisonnement par l'avocat circule dans le quartier, la grand-mère des victimes, vendeuse d'avocats, explique. Dès que mon mari est rentré, il m'a dit qu'il a faim. Que je lui donne de l'avocat, il mange. J'ai pris un avocat, j'ai fendu l'avocat. J'ai goûté ma fille en question, la mère de l'enfant. Elle dit, maman, goûte-moi aussi, l'avocat là est bien, hein? Goûte-moi aussi. Le même avocat, j'ai envoyé derrière qu'on donne à leur grand-père. Grand-père aussi, comme il peut manger, il ne peut pas refuser à ses petits-enfants. Je les ai offert l'avocat, ils ont aussi mangé. Tandis que leur grande sœur se battent contre la mort
À l'hôpital La Cantini et l'hôpital Atlutiem de Bonamoussadi, les corps de Noé et Alexandra ont été mis sous scellé à la morgue de l'hôpital de Daedo. La police, qui a ouvert une enquête, a également mis sous scellé les cajots d'avocats concernés. Les résultats de l'enquête sont attendus. La réhabilitation d'un chef de quartier suscite colère et altercation au lieu d'une Kolmitat dans le 2e arrondissement de Douala. Là-bas, les populations contestent le retour de ce chef, invoquant des problèmes d'expropriation, de vente illégale des parcelles de terrain et surtout de résurgence de l'insécurité en raison des difficultés de collaboration avec ce chef qui avait été suspendu dans un premier temps avant d'être réhabilité. L'administration territoriale, quant à elle, dit avoir confiance en ses capacités d'administrer ce quartier dans le 2e arrondissement de Douala. Le récit des faits avec Dallas Kana, Equa Claude et Martin Abanda. Éclat de voix, invective, échauffourée entre les populations. Voilà le tableau peint ce matin au quartier Kolmitag dans le 2e arrondissement de Douala. La cause de ce remous est la réhabilitation du chef Tchunke. Monsieur Tchunke, il est venu nous manquer l'espace comme ça que voici la place. Si vous donnez l'argent ici, là, vous allez construire, si vous allez faire comme ça, il a pris l'argent avec la complicité de Grégory. Ceci est une mise en bouche du chapelet des griefs contre cet auxiliaire d'administration. Rappelons les faits. Sieur Tchunke écope d'une suspension de son poste de chef pour une vente de terrain illicite. La décision est celle du préfet du Vouri. 10 mois plus tard, après épuration de la sentence, le sous-préfet effectue une descente pour rétablir le chef dans sa fonction. L'acte croise le fer avec les contestations des habitants qui exigent garder le chef intérimaire. En paix, qu'il a des pouvoirs aux enfants. On veut les jeunes enfants qui vont gouverner le qui vont gouverner le Koumenta. Donc on ne veut plus tout que celui que nous voulons, c'est Mbango Aimé. C'est lui que nous voulons. Bambi. Selon les riverains, le chef Tchunke a connu beaucoup de failles dans la gestion du quartier Kolmitag. Les principaux nœuds sont l'insécurité et le grand banditisme. C'est lui qui a le coup. Après que nous avons laissé le commandement il n'y a que quelques jours, vraiment c'est l'insécurité totale, les agressions de motos, les poignards, tout genre de choses. Alors comment s'appelle cet ancien chef qu'on a réhabilité aujourd'hui? L'ancien chef, c'est un certain monsieur Tchunke, un certain. Un garçon qui prend le pouvoir de chef de quartier pendant 10 mois. Dans les 10 mois, comme tu as parmi les 3 meilleurs quartiers de Nubel le plus propre. Mais qu'est-ce que vous pensez? Hier, vous êtes en train de parler, on veut réhabiliter quelqu'un. Ils donnent les tickets dans toutes les maisons de 1000 francs. 1000 francs, toutes les maisons, ça va donner combien? Admettons, ça va que 1000 francs. Ça va donner combien? Plus de 4 millions de francs pour mettre 3 bâches. Je crois qu'un chef de quartier, c'est celui-là qui a l'autorité sur tout les associations du quartier. Le chef de terre, dans sa prise de parole en assemblée, va tout d'abord rétablir les faits. Nous sommes ici parce que M. Tchunke, qui était chef de ce quartier, a fait l'objet d'une suspension de M. le préfet du Vouri. Monsieur le préfet du Vouri a signé la suspension de M. Tchunke. C'était pour 3 mois. Suivez attentivement. Alors, il a fallu désigner un intérimaire. Et c'est celui qui vous parle, moi. C'est moi qui ai signé la décision qui fait de M. Mbiambe chef par intérim. Voilà. Et quand j'arrive, vous parlez, vous faites du désordre. Alors que c'est moi. C'est moi qui ai mis M. Mbiambe pour assurer l'intérim. Alors, l'intérim devait durer 3 mois. Mais j'ai laissé que cet intérim dure le plus longtemps possible pour que la paix demeure à Kolmitag.
L'administrateur civil va ensuite donner les raisons de la reprise du poste par M. Tchunke. Il va également prescrire la méthode à suivre afin de parvenir au remplacement du chef légitime. 10 mois après, le préfet lève la suspension et M. Tchunke me trouve, je crois que c'était un vendredi ou jeudi. J'étais sur le point d'aller hors du Cameroun. Je lui dis, il me dit, le préfet a levé ma suspension. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je viens régler ça du retour de mon voyage. De mon retour, j'avais pour ambition de saisir par écrit, l'administration est écrite. Mais je devais saisir donc M. Mbiambe par écrit pour lui dire, M. Mbiambe, vous avez assuré l'intérim. La sanction de M. Tchunke a été levée. Alors, vous-même organisez donc la cérémonie de passation. C'est ce que j'avais prévu. Pour le moment, les populations danseront au son du tam-tam du chef, même si elles affirment dormir ce soir sur un œil. Dans la capitale économique du Cameroun, la campagne de vaccination anti-Covid ne fait pas courir grand monde. Pourtant, les différents centres de vaccination sont ouverts dans plusieurs formations sanitaires. À Bonabéry, par exemple, c'est au compte-gouttes que des candidats au vaccin arrivent, selon les déclarations du personnel soignant. Dans les rues de la ville de Douala, ils sont encore nombreux des Camerounais réticents en raison de la polémique et fausse information sur la fiabilité des différents vaccins en vigueur au Cameroun. D'autres détails avec Robert Moukoubé et Nadine Yambo. Premier jour de la campagne de vaccination anti-Covid élargie au public, c'est une ambiance plutôt timide qui règne dans les centres de vaccination à Douala. Au district de santé de Bonassama, dans le 4e arrondissement, le personnel médical attend d'éventuels candidats au vaccin. Selon des responsables, ils arrivent au compte-gouttes. Nous recevons des personnes âgées beaucoup plus qui viennent volontairement se faire vacciner. Selon les nouvelles recommandations du ministre, nous essayons de mettre ça en application. Dans les rues de Bonabéry, des candidats au vaccin se font rares. La polémique autour du vaccin, avec la suspension d'AstraZeneca dans plusieurs pays européens, des fake news et des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, suscite la réticence de la population à se faire vacciner. Je ne suis pas sûre pour ce vaccin-là. Tous les polémiques que j'entends sur ça, là, non, je ne suis pas encore rassurée. Jamais, je ne peux pas me faire vacciner. On a peur parce que nous ne sommes pas sûrs où c'est le vrai vaccin ou ce n'est pas le vrai. Depuis que je suis né, j'ai pris les injections quand j'étais bébé parce que c'était pas moi, c'était mes parents. Donc depuis là, moi, j'ai jamais fait une injection. Je pense pas que je peux aller me vacciner pour le moment. Je reste encore dans le suspense. Malgré ces obstacles, les autorités sanitaires se disent confiants et rassurent que jusqu'ici, aucun cas d'effet secondaire n'a encore été enregistré depuis le lancement de la première phase avec les personnels de santé. Nous n'avons pas encore reçu une personne avec des effets secondaires. Dès que vous arrivez au poste de vaccination, on vous reçoit. On prend des évaluations parce qu'il faut savoir si vous faites des fièvres ou pas. Nous essayons de prendre des mesures par rapport à ça, donc prendre des paramètres avant de procéder à la vaccination proprement dite. Par contre, d'autres Camerounais ne trouvent aucun inconvénient à se faire vacciner pour se prémunir contre la pandémie de coronavirus. C'est normal de se faire vacciner pour prévoir la maladie. Parce que la santé avant tout, quand le gouvernement nous dit déjà qu'il faut qu'on ait confiance. Au district de santé de Bonassama, dans le 4e arrondissement, l'opération de vaccination se déroule tous les jours ouvrables entre 7h30 et 15h30. Le personnel médical encourage les populations cibles, notamment celles âgées de plus de 50 ans et celles ayant des comorbidités, à se faire vacciner. Redoubler de vigilance face à la multiplication des cas Covid-19 et les menaces sécuritaires du fait des déplacements des séparatistes anglophones vers d'autres régions du pays, ce sont les principales prescriptions du gouverneur du centre lors du comité de coordination administrative et sécuritaire. Durant les travaux tenus à Konolinga, Paul Nasseri Beya a fait le point sur la situation épidémiologique et évoqué l'encadrement sécuritaire à mettre en œuvre durant la prochaine CAN à venir au Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop.
Si la tendance est à la baisse, après la flambée observée en février et mars dernier, l'heure n'est cependant pas au relâchement, puisque l'ennemi Covid ne dort pas dans la région du centre. Nous avons toujours dit que le centre était l'épicentre de cette pandémie. Rendez-vous compte qu'il y a 3 semaines, on était à plus de 200 cas de Covid à Oka, avec plus de 80 cas sur oxygène. Mais actuellement, nous sommes dans les 54 cas, avec seulement 6 cas sur oxygène. Même en cas de décès, avant on enregistrait 33 cas, mais cette fois-ci nous sommes à moins de 15. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance à la baisse. Au 27 avril, le tableau affiche 25 035 cas confirmés pour 379 décès enregistrés dans la région du centre. C'est suffisamment grave pour que les populations ne baissent pas les bras quant au respect des mesures barrières. Il est question aux gens de respecter les mesures barrières et de faire tout pour ne pas mettre les autres dans des situations difficiles. Même comme c'est volontaire, nous encourageons nos populations de se faire vacciner. Peut-être c'est une porte de sortie aussi pour cette pandémie, parce que, voyez-vous, nous avons enregistré des cas de mort de hautes personnalités et nous pensons que le vaccin vient donc diminuer les cas à gros risque. À la crise sanitaire s'ajoute la situation sécuritaire qui fait perdre le sommeil aux autorités administratives et forces de maintien de l'ordre. La menace viendrait des séparatistes qui ont fui le Nozo. Avec la dislocation des Ambazoniens dans le nord et le sud-ouest, nous avons des informations que certains sont en train de fuir les zones au lieu d'aller dans les centres de désarmement. Ils viennent plutôt dans les villes pour donc vivre donc comme des citoyens normaux, d'autres avec d'autres objectifs dans leur tête. Donc nous sommes en train de suivre ces cas. Il y a des cas de jeunes, de la jeunesse maintenant, qui préoccupent même à plus haute sphère de cette République avec la consommation des drogues, les abus sexuels qui se passent dans les écoles. À 9 mois de la CAN, le patron de la région du centre prescrit une vigilance des plus accrues, mieux que celle observée avant, pendant et après le CHAN. Nous avons demandé aux autorités administratives de préparer, de prendre toutes les mesures, d'abord de sécurité, parce que nous allons recevoir beaucoup de délégations, voyez-vous, des poules de 4 équipes, ça donne 8 équipes. Donc ce sera difficile pour entretenir la sécurité. Donc nous appelons donc aux autorités administratives de tout faire pour travailler dans ce sens. Le gouverneur de la région du centre n'a pas manqué de distribuer les bons et les mauvais points. Parmi les mauvais élèves, les fonctionnaires et majoritairement les enseignants dont l'absence criarde à leur poste de travail est préjudiciable au rendement des élèves. Il y a aussi les entreprises qui se cachent derrière la Covid-19 pour abandonner les chantiers lorsque ceux-ci ne sont pas simplement mal exécutés. Des pratiques peu orthodoxes qui doivent cesser pour le bien de tous, a martelé le patron de la région du centre. Dans le reste de l'actualité, l'appontement pétrolier est désormais opérationnel au port autonome de Douala. Cette infrastructure d'approvisionnement en différents produits pétroliers a été officiellement mise en service ce jour. Ce dispositif doit permettre de connecter un bateau chargé de produits pétroliers à une installation de réception située à la Société camerounaise de dépôt pétrolier, la SCDP. Le mécanisme de fonctionnement a été expliqué au ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibere, et Ibrahim Talba Mala, ministre des Marchés publics. L'acquisition de cet ouvrage a coûté 11 milliards 150 millions de francs CFA. Selon le port autonome de Douala, l'appontement pétrolier doit permettre de réduire le délai de déchargement des produits à partir des tankers accostant au quai 61 du port de Douala. L'équipement permet à l'État du Cameroun de faire des économies de plus de 11 milliards de francs CFA, représentant les surestaries dépensées chaque année. À présent, je vous invite à écouter les explications du directeur général du port de Douala, Cyrus Ngo, et la directrice générale de la SCDP, Véronique Manzoua. Cette réalisation est une prescription du gouvernement qui nous a prescrit de reconstruire cette infrastructure stratégique pour notre pays. Il s'agit ici de sécuriser
l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Donc, après 20 ans, on peut se satisfaire d'avoir enfin inauguré l'appontement pétrolier qui va désormais servir à la société SDP pour l'accélération du déchargement des produits pétroliers. Donc, nous sommes là dans un quai dédié uniquement aux opérations de produits pétroliers. La deuxième des choses, c'est faciliter le déchargement des produits pétroliers. Aujourd'hui, on a réduit à peu près de 12 heures ce que nous avions avant et nous comptons aller au-delà pour maximiser ce temps. Donc, nous voulons dire que nous avons la sécurité des installations, la sécurité de l'approvisionnement, la sécurité même de toute la place portuaire. Le gouvernement surtout, le trésor public gagne en surestaris parce que pour l'instant, on est en moyenne à 11 milliards de paiements de surestaris et avec la réduction du temps de planche des bateaux, nous pensons que non seulement ce temps sera réduit, mais nous comptons avec la construction du deuxième pipe le rendre véritablement nul. L'encours de la dette du secteur public est évalué à 10 574 milliards de francs CFA au mois de mars 2021. Cela représente 44,2% du PIB. Cet encours de la dette est en augmentation de 7% par rapport à fin mars 2020. Le Comité national de la dette publique vient de publier les spécificités de la dette dans la conjoncture mensuelle du mois de mars 2021. D'autres détails avec Eric Ouattat et Donald Brice Kamgan. 10 574 milliards de francs CFA. L'encours de la dette du Cameroun à la fin du mois de mars pointe clairement une progression. Cette augmentation est de 2,1% comparée au premier trimestre 2020 et de 7% par rapport au mois de mars de l'année dernière. Une enveloppe qui représente 44% du produit intérieur brut. La répartition de la dette du Cameroun permet de voir la domination des enveloppes endossées par l'administration centrale. 9 643 milliards de francs CFA, soit 40,3% du produit intérieur brut. Les entreprises publiques pointent ensuite avec 932 milliards de francs CFA, soit 4% du PIB. Le rapport de la Caisse autonome d'amortissement marque un point d'arrêt sur la dette de l'administration centrale. Celle-ci est constituée, décrit la CAA, de 70% de dette extérieure pour 29% de dette intérieure. Si la Caisse autonome d'amortissement relève que le coût moyen pondéré reste stable par rapport à février 2021 et se situe à 2,6%, elle s'inquiète par contre au sujet des risques d'augmentation des taux d'intérêt. Un taux qui s'est dégradé, exposant la dette globale du Cameroun à hauteur de 20% des fluctuations contre 19% en 2020. Une dégradation du taux d'intérêt due au non-respect des délais de remboursement des enveloppes par le Cameroun, et ce malgré des allègements de l'ordre de 10 milliards de francs CFA obtenus sur la dette au mois de mars 2021. En termes de prévision, le rapport note que le Cameroun pourrait tirer profit de l'environnement international favorable d'après les projections du FMI qui pointe 6% de croissance en 2021. Dans le chapitre politique du 20h, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun s'inquiète de la situation sociopolitique au Tchad, estimant que le Cameroun pourrait vivre un tel scénario. Il met en garde les autorités camerounaises au regard de ce qui se passe au Tchad avec la mise en place d'un conseil militaire de transition. Cependant, le secrétaire général de l'UPC, Balaguel-Nkot, se plaint de ce qu'il y ait des manœuvres en cours pour effacer l'UPC de la vie politique au Cameroun. Compte rendu avec Guy Zogo. Face aux journalistes à Yaoundé lors d'un point de presse, le secrétaire général de l'UPC a d'emblée rappelé que son parti reste debout malgré la volonté de certains de refaire l'histoire du Cameroun. C'est regrettable au Cameroun que les gens croient qu'ils peuvent effacer l'histoire du Cameroun. Et ça ne peut pas se faire. Vous pouvez effacer ça en un temps, mais les gens vont revenir. Parce que les historiens sont forts, les communicateurs sont forts, ils vont toujours revenir sur ça. Personne ne doit oublier au Cameroun qu'un 10 avril 1948, les jeunes se sont assis pour dire que nous voulons nous émanciper. S'agissant du Covid-19, le leader de l'UPC dit regretter les dérives observées au sujet de la vaccination contre cette pandémie.
Il ne faut pas que les gens commencent à écrire des choses dans les réseaux sociaux qui n'ont rien à faire avec les sciences. Quelle est l'utilité aujourd'hui de venir prendre des vaccins, les mettre au noir pour les tuer? Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à votre ministère. Vous ne faites pas confiance aux Africains. Quand un vaccin arrive, ils ont tous les moyens de vérifier que voilà un vaccin qui est conforme avant de commencer à distribuer ça là. Interpellé par la situation au Tchad, la tête de file de l'Union des populations du Cameroun pointe à travers ce cas les problèmes auxquels l'Afrique doit encore faire face. L'Afrique continue à avoir des problèmes avec cette histoire de rébellion. Il y a des rebelles partout. C'est la différence entre les pays qui sont développés et les pays qui sont à la traîne. S'il dit exclure ce cas de figure pour le Cameroun, il n'en appelle pas moins au respect des dispositions constitutionnelles. Mais moi, je ne crois pas que les choses se ressemblent. Elles ne doivent même pas se ressembler. Nous n'avons pas un président qui est un maréchal qui va en guerre. Nous avons un président de la République qui est un civil, quel que soit le cas. Que nous devons comprendre, c'est que la loi doit être appliquée par tout le monde, quel que soit le niveau. Sur ce point, concernant le Cameroun, il appelle à une union des patriotes dans la gestion du pays. Il faut qu'on construise un pays ensemble, contre ceux qui aiment le construire. J'ai dit avec beaucoup de missions, les bilans de travail d'Angela vraiment, c'est même émouvant. Vous voyez comment la femme a parvenu à diriger un pays pendant 18 ans. Donc, il faut qu'on soit ensemble. À titre personnel, le secrétaire général de l'UPC, dont le mandat a été très mouvementé dès son élection en septembre 2017, n'exclut pas de se représenter à la tête de cette formation politique lors du congrès de celui-ci qui est annoncé en septembre prochain. Vous le savez, l'armée camerounaise est engagée sur le front de lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Elle intervient dans le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte mise en place par la commission du bassin du lac Tchad. Elle a affronté, cette armée camerounaise, dans la nuit de lundi 26 avril, des éléments de la secte islamiste Boko Haram qui ont attaqué une localité nigériane voisine à l'arrondissement de Fotokol au Cameroun. Ces islamistes de Boko Haram, une horde de combattants lourdement armés et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers. Selon l'armée camerounaise, après de violents affrontements, les insurgés ont été mis en déroute et plusieurs de leurs armes et équipements récupérés. Le ministère de la Défense indique que le bilan provisoire de cette macabre expédition est le suivant. Du côté du Cameroun, la position a été fermement tenue, aucun mort, blessé ou dégâts matériels enregistrés. Et côté ennemi, précise le chargé de la communication du ministère de la Défense, plusieurs assaillants ont été neutralisés, dont 2 corps abandonnés et les autres emportés par le repli des terroristes, 6 véhicules tactiques immobilisés et un important arsenal de guerre, notamment des mitrailleuses lourdes et des fusils d'assaut récupérés. Note le chargé de communication du ministère de la Défense qui salue la bravoure de l'armée camerounaise engagée sur le front de lutte contre les islamistes terroristes de Boko Haram. Le Tchad aussi est engagé dans cette lutte contre le terrorisme. Si le Conseil de transition militaire a tenu à réaffirmer son engagement à lutter contre le terrorisme, ces différentes annonces concernant les réformes institutionnelles ne sont pas du goût des acteurs politiques tchadiens, notamment ceux de l'opposition. Ils dénoncent une démarche unilatérale et exigent la mise en place des préalables avant la tenue d'un dialogue inclusif national. Ils réagissent dans ce reportage signé Gladys Siddié. L'opposition et une partie de la société civile tchadienne analysent la première allocution télévisée de Mahamat Idriss Déby, l'opposant Saleh Kedzabo, qui revient sur la journée de manifestation et de répression, déclare qu'au moins 7 manifestants ont été tués, une centaine de blessés enregistrés et des interpellations, parmi lesquels des journalistes. Au nom de quelle loi les forces de sécurité ont-elles tué, ont-elles tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques aux mains nues? 7 au total. Oui, 7 jeunes, 7 compatriotes. Et sachez que vous n'êtes pas morts pour rien. Pour Saleh Kedzabo, l'on ne saurait parler de dialogue inclusif sans un retour véritable de la paix. Parce que
sans une paix, mais une paix définitive dans notre pays? Peut-on parler d'un dialogue inclusif qui est réclamé par tout le monde? Vous avez entendu le président du Conseil militaire de transition, vous l'avez entendu lui-même évoquer le dialogue inclusif qui va regrouper tous les Tchadiens issus de tous les horizons, de l'intérieur et de l'extérieur, de la diaspora, de la lutte armée. Tous les compatriotes tchadiens, pour une fois, vont se retrouver, discuter des problèmes de leur pays et leur trouver des solutions définitives. J'espère tout simplement que, avec cette chance historique que Dieu nous a donnée, les Tchadiens sauront saisir cette opportunité ensemble de rédiger de nouvelles pages de leur histoire. L'opposant Saleh Kedzabo décline aussi ce qui apparaît selon lui comme les points saillants qui doivent meubler le dialogue inclusif annoncé par le président du Conseil militaire de transition. Des décisions importantes sont attendues. Le retoilettage de la charte de transition qui devra être plus équilibré entre les trois pouvoirs, le CMT, le CNT et le gouvernement. Mais avant d'y arriver, j'invite la junte à accepter les nombreuses et diverses propositions qui lui sont adressées. Le CMT doit en effet se démilitariser pour se civiliser et compter dans ses rangs des civils afin d'avoir cette légitimité qui lui fait défaut actuellement. Succès Masra, de son côté, a reçu au siège de son parti l'ambassadeur des États-Unis au Tchad. Pour lui, l'organisation d'un dialogue inclusif doit se faire dans les contours de la transition. Alors que des consultations ont commencé pour la formation du gouvernement de transition et que des personnalités politiques sont reçues par les nouvelles autorités, les forces de sécurité, police et militaires ont été déployées ce 28 avril dans la capitale N'Djamena. Quelques attroupements ont été signalés dans certains quartiers. Ancien député et ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Pokosi Ndoumbe s'en est allé. Il est décédé des suites de maladies et des Camerounais qui l'ont connu au moment où il était aux affaires n'ont pas oublié son engagement pour l'assainissement de la ville de Douala. Dans une interview accordée à la télévision publique, il posait déjà ce problème, l'épineux problème du désordre urbain dans une cité économique comme celle de Douala. Pokosi Ndoumbe, qui était une personnalité politique du parti au pouvoir, haut fonctionnaire camerounais, pharmacien, ancien député et ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Je vous invite à suivre un morceau choisi de son intervention à la télévision publique. Il analysait la problématique du désordre urbain dans la ville de Douala. Vous me demandez ce qu'il faut dire aux habitants de Douala. La première des choses, c'est qu'ils se sentent civiquement responsables. À Douala, c'est le foutoir complet. Si vous regardez nos trottoirs, tous les trottoirs de Douala sont des commerces. Tous les trottoirs de Douala sont des bars. Et quand on veut toucher, on ne peut pas. Je prends un autre exemple. À l'entrée de l'aéroport de Douala, il y a toute une zone occupée avec même des églises, des mosquées, des trucs. Et tous les jours, on demande qu'on casse parce que c'est la zone aéroportuaire. Et l'occupation de cette zone est dangereuse. Et tous les jours, on trouve de nouvelles constructions en face du palais présidentiel, à l'aéroport. Vous savez, on ne sait pas à quel sens se vouer. Naya moi ni noise, nasidu betogo, namapula ndebia, ngamonye lamsangu. Ngana tira vedina, odi papa longo, hasangu musungedi, dinalam leote. C'était l'une de ses dernières apparitions à la paroisse de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, en plein centre-ville de Douala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Vaccination contre le coronavirus, les Camerounais ne se bousculent pas beaucoup. C'est le constat qui a été fait ce jour, marquant l'ouverture de la campagne vaccinale au grand public, du moins les principales cibles qui sont essentiellement des personnes de plus de 50 ans présentant des signes de comorbidité et aussi le personnel enseignants, des étudiants également à Douala dans les centres de vaccination visités par nos reporters. Le constat qui est fait, c'est qu'ils sont pratiquement absents, ces Camerounais. Le personnel de santé nous a indiqué qu'il y a des personnes qui arrivent au compte-gouttes, mais dans les rues, vous l'avez suivi, des Camerounais sont réticents à cette d'autres. Par contre, estime qu'il faut bel et bien se faire vacciner et compte s'y rendre dans ces centres de vaccination. C'est Alain. Cédric Nouffelé, vous dites que qu'est-ce qui se passe avec le chef Tchunke Kolmitak? Alors, c'est un chef qui avait été suspendu il y a près de 10 mois pour une vente illicite de terrain dans ce quartier. Et ensuite, un chef intérimaire a été désigné à sa place. Les populations estiment qu'elles ont pu profiter d'un moment d'apaisement en raison de la baisse de l'insécurité et de l'inexistence, la réduction des tensions dans ce quartier. Elles ont été surprises de constater que l'autorité administrative a réhabilité le chef de quartier en question. Et lors de sa réhabilitation et passation de service, il y a eu ce vent de contestation dans ce quartier situé dans le 2e arrondissement de Douala. Les populations sont contre son retour, estimant que c'est une source de tension. Un avis que ne partage pas le sous-préfet Douala 2e, qui les invite à initier une démarche administrative afin de justifier les raisons de cette violente contestation. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Emmanuel.